avec c'est Hicham Ben Ammar. Et c'est Hicham Ben Ammar est un réalisateur et membre de l'Académie tunisienne Beit el-Hikma, bien sûr. OK? Oui. Bon. Alors, on va écouter M. Hicham Ben Ammar, qui est un réalisateur et membre de l'Académie tunisienne Beit el-Hikma, pour nous parler de filmer au sud de la Méditerranée le cinéma tunisien face à des enjeux économiques et culturels. À vous. Merci. Merci. Et pour une demi-heure. Voilà. Pour me présenter de manière un peu plus précise, je dirais que je suis réalisateur documentariste, et que mon nom est Ben Ammar, mais que je n'ai pas de lien généalogique avec Tarak Ben Ammar, que vous pourriez connaître, puisque le public est en majorité français. Donc, je suis un Ben Ammar qui s'occupe de documentaire et pas de fiction, et cela veut tout dire. Cela veut dire que c'est une forme d'engagement par rapport à une action orientée vers le local. Voilà. Nous allons être dans l'actualité du cinéma tunisien et surtout dans l'actualité des relations entre la rive sud et la rive nord de la Méditerranée, et nous allons essayer d'évaluer et de comprendre des modes opératoires dans le domaine des industries culturelles et spécialement en matière de cinéma. Donc j'ai préparé un texte que je vais vous lire et qui va apparaître à l'écran pour votre confort, et parce que parfois l'acoustique n'est pas bonne, donc il y a une mauvaise... Donc je vais le lire et j'espère ne pas être trop long, et j'espère surtout que ce texte pourra enrichir le débat. Voilà. Merci. L'actualité la plus récente du cinéma tunisien sera le point de départ de notre réflexion. Le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier a attribué le 29 octobre dernier son Antigone d'or à Ashkel de Youssef Chebbi et son prix Ulysse du meilleur documentaire à Le gardien des mondes de Leila Chebbi, tout en confiant la masterclass à Abdeltif Kchich le soin d'animer une masterclass. On ne pouvait espérer une consécration plus brillante de la Tunisie, qui rafle ainsi les deux récompenses les plus prestigieuses du 42e Cinémed. Au dernier festival du film francophone de Namur, sous les figues de Erij Seheri, déjà remarqué à Cannes en mai, vient de remporter le Bayard d'or avant de recevoir le 5 novembre 2022 le Tanit d'argent des Journées cinématographiques de Carthage. Gatha, une seconde vie de Anis Laswed, a été quant à lui très remarqué cet été en République tchèque et au Canada. Partout célébré depuis l'avènement de la révolution tunisienne, notre cinématographie était l'invité d'honneur du Festival du film francophone d'Alexandrie du 13 au 16 septembre et sera prochainement présente à Marrakech du 11 au 19 septembre, puis au Caire du 13 au 22 novembre 2022. Le cinéma tunisien semble avoir le vent en poupe. Allô ? Bon. Donc je poursuis. Le cinéma... On va résoudre son problème. D'accord. Le cinéma tunisien semble avoir le vent en poupe. Donnant l'impression qu'il jouit d'une assise solide, il laisse croire que sa vitalité provient d'une infrastructure bien organisée. Or, cette dynamique reste le fruit d'efforts individuels, d'une poussée par le bas des jeunes cinéastes, favorisée par une libération des initiatives, un recul de la censure, une réduction des coûts de production due à la démocratisation de la technologie numérique. Les distinctions internationales obtenues ces 10 dernières années, dont la nomination aux Oscars en 2020 du court-métrage de Mariam Jouber, Brotherhood, et la nomination en 2021 de L'homme qui a vendu sa peau de Kawthar Ben Hania, laissent supposer que ces scores
sont le fruit d'une nouvelle manière de faire des films après 50 ans de dictature. Le sentiment que donnent les médias est que le cinéma tunisien naît en 2011. En réalité, ce qui explique cette vitalité accrue et cette visibilité accrue, c'est l'entrée depuis peu du cinéma tunisien dans la farandole de la mondialisation, avec tout ce que cela suppose de compromis. La relève assurée par une nouvelle génération de cinéastes qui apporte certes un sang neuf, semble accepter tout naturellement que l'entrée de plein pied dans le marché mondial soit la solution pour produire des films dans un certain confort professionnel, tout en garantissant leur diffusion partout dans le monde en tant que produits binationaux ou internationaux. De ce fait, la phrase de Sembène Ousmane « Je ne suis pas un tournesol, je suis le soleil » prend tout son sens, alors que les cinéastes par dizaines se préparent à toutes les concessions au nom d'un phototropisme postulant que la lumière et toutes les cautions intellectuelles, artistiques et financières se trouvent obligatoirement au nord de la Méditerranée. Qu'avons-nous fait de notre rêve de construire une cinématographie nationale, souveraine, faute d'avoir instauré les bases d'un marché local garantissant la possible expansion d'une industrie viable? Le cinéma tunisien reste tributaire des subventions de l'État et de la manne étrangère, un statu quo qui perdure et qui maintient le cinéma dans un état de précarité économique, sorte de garde-fou permettant de contrôler et de domestiquer une activité potentiellement subversive. Des décennies durant, les cinéastes tunisiens se sont bien gardés de franchir les lignes rouges imposées par le régime dictatorial, qui les soumettait à une double injonction, dire, ne pas dire. Ils avaient pour rôle de prouver au monde que la critique de la réalité tunisienne à travers la sensibilité artistique était tout à fait possible, même dans un État connu pour sa fermeté à l'égard de l'opposition. Il s'agissait donc de faire admettre à l'opinion internationale qu'un régime policier aussi musclé que celui de Bourguiba ou celui de Ben Ali puisse être au service du génie tunisien. La production d'images devait alors entretenir la bonne réputation de la Tunisie dans le concert des nations en fournissant régulièrement des contre-exemples prouvant le bien fondé, entre guillemets, de cet état de fait. Ainsi, les films et les cinéastes ont-ils joué le rôle d'émissaires, redorant le blason du système politique en lui conférant une certaine légitimité. Maintes fois qualifié par la critique internationale de cinéma d'auteur, progressiste, courageux, audacieux, affrontant les tabous, la production cinématographique tunisienne a toujours été le principal fer de lance d'une communication politique sollicitant le satisfecit de la communauté internationale. Une opération de séduction, en quelque sorte, visant à rendre plausible un paradoxe. Le cinéma était surtout considéré comme un alibi, une vitrine occultant le mutisme profond d'une société muselée. Après l'échec du monopole de l'État dans les années 60, une libéralisation du secteur à la fin des années 80 a permis un souffle nouveau avec la création du Fonds d'aide à la production qui se traduisit par l'apparition d'un nouveau profil de producteur comme Ahmed Attia. Celui-ci déploya une énergie considérable pour déployer un partenariat entre le sud et le nord de la Méditerranée, donnant une impulsion nouvelle avec des films exportables, imposant le label tunisien comme L'homme de cendre de Nouri Bouzid, Halfawin de Farid Bourdid, Les silences du palais de Moufid Atletli. On parla alors d'un âge d'or du cinéma tunisien, car les succès internationaux, doublés d'un bel accueil au niveau local, promettaient une croissance saine. C'était aussi la grande époque du Front Sud, du ministère français des Affaires étrangères, créé en 1984 pour soutenir à fond perdu la diversité culturelle dans le monde et dont la récente disparition a transformé la nature des relations Nord-Sud, les inscrivant dans une logique purement professionnelle. 28 films tunisiens ont bénéficié de ce fonds de baliseur du désert de Nasser Khmir en 1984 à Chalat de Kawthar Ben Hnia en 2011. Le plan de financement d'un film tunisien ne pouvait non plus se passer de l'apport de l'Organisation intergouvernementale de la francophonie, OIF, pour compléter la subvention du ministère des Affaires
tunisien des affaires culturelles, qui assure seulement un tiers du budget global. La Tunisie a donc été un des premiers pays de la région à avoir créé un tel mécanisme de mécénat. Cette mesure a longtemps rendu le pays hôte des journées cinématographiques de Carthage exemplaire, avant que le Maroc ne vienne la supplanter en se dotant d'une panoplie de mesures opérationnelles. En l'absence de juridiction favorable, de privilèges fiscaux, le fonds d'aide à la production du ministère tunisien des Affaires culturelles est resté le maillon isolé d'une chaîne lacunaire et inachevée, non assortie d'un cadre cohérent permettant l'impulsion d'une dynamique à la fois économique et culturelle. Le fonds d'aide était condamné à demeurer insuffisant, ne pouvant à lui seul pallier la carence d'une méthodologie pour construire une véritable industrie nationale, d'où le marasme. La répartition des subventions par une commission ad hoc impliquait la corporation audiovisuelle sous couvert de représentativité. Mais cette commission consultative avait plutôt la vigilance d'un comité de censure. Elle préparait la décision finale prise au niveau ministériel et parfois plus haut. Les cinéastes sont vite trouvés assujettis, pour ne pas dire otages de cette offre de Gascon du gouvernement, qui s'est toujours prévalu de la distribution généreuse de subsides en s'attribuant spectaculairement un rôle bienveillant et protecteur, tout en maîtrisant un jeu clientéliste aux règles biaisées. La bureaucratie, elle, a fait de son mieux pour maintenir ce secteur d'activité dans l'incapacité de se structurer et de s'émanciper. Dans un tel rapport de force, les cinéastes vulnérables étaient réduits à des individualités isolées, à des demandeurs d'assistance ici et ailleurs, menacés en permanence par une épée de Damoclès. Il leur fallait faire preuve de courage sans pour autant aller jusqu'au bout de leur audace et surtout ne pas pousser la logique jusqu'à des remises en cause radicales du système. L'autocensure était donc la pierre angulaire de ce statu quo. Dans le meilleur des cas, les films s'adonnaient à des contorsions acrobatiques pour rendre audible la dissidence de leur message. Mais les cinéastes, qui avaient bien assimilé les règles implicites du consensus, n'avaient pas conscience qu'ils étaient juste les infirmiers d'un pouvoir qui se nourrissait de leur soumission. De ce point de vue, l'exemple d'un film à succès comme Saïda est le plus significatif. Mohamed Zran, qui avait planté son décor dans un quartier défavorisé de Tunis pour attirer l'attention sur la misère sociale, s'est vu obligé d'ajouter un carton au début de son film, situant l'action avant l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, alors que ce film tourné dans les années 90 désignait l'actualité au moment du tournage. Par complaisance ou pour protéger le film de la colère des décideurs qui auraient pu être dérangés par ce récit aux accents néo-réalistes, l'auteur, par cet avertissement au public, dédouane l'artisan du changement, Ben Ali, en faisant porter toute la responsabilité des problèmes relatés dans le film au combattant suprême, Bourguiba. C'est au prix de ce subterfuge que le film a pu obtenir la dernière tranche des financements qui lui était allouée. Dans les années 90, à la faveur de l'apparition de l'outil numérique, le documentaire de création a apporté un petit brin d'indépendance dans un paysage audiovisuel plombé par les images officielles. Ce genre, engagé par définition, a fini par être toléré à dose homéopathique, ouvrant tout de même des brèches. Agissant comme une soupape, les documentaires sont restés sporadiques, voire marginaux. Très peu de producteurs osaient en effet se hasarder dans l'exploration de ce territoire à haut risque. Ce que l'on peut dire en résumé, c'est que la vision stratégique a toujours existé. Les propositions de Tahar Shri'a, père du cinéma tunisien, ont en effet, depuis le début des années 70, servi de repère. Mais cette prospective n'a jamais prévalu, car elle n'a jamais été soutenue par une réelle volonté politique. En 1983, le ministre de la Culture, Béchir Ben Slema, s'inspirant de Shri'a, avait réussi à instaurer une taxe sur les alcools et spiritueux au bénéfice du fonds d'aide à la production. Les résultats ne se sont d'ailleurs pas fait attendre. L'année suivante, aux Journées cinématographiques de Carthage, on a pu dénombrer pas moins de 5 longs métrages, alors qu'auparavant, on avait du mal à finaliser un seul long métrage tous les 2 ans, puisque le festival était alors biennal. Ce principe fiscal mis en place pour augmenter les ressources ouvrait des perspectives prometteuses dont il y avait réellement lieu de se réjouir. Cependant, la taxe qui existe encore jusqu'à ce jour a été détournée et ne profite plus au cinéma.
C'est là qu'apparaît l'intention de mettre les images animées sous allégeance, sous perfusion, sous contrôle, en leur refusant tout essor qui pourrait leur permettre de se construire de manière autonome. C'est là qu'apparaît aussi la nature d'une gouvernance qui se part de la demi-mesure pour ne pas faire aboutir les réformes dans leur globalité. Cultivant l'incohérence comme moyen de gérer le flou, décrétant la chose et son contraire, il apparaît clairement que le système préfère les compromis chancelants et les décisions parcellaires aux solutions vertueuses. Manque d'imagination, surdité ou préméditation de tuer dans l'œuf toute initiative pérenne, à qui profite cette lourdeur, cette lenteur, cet attentisme et pour tout dire, cette mauvaise volonté de structurer le secteur? Or, ce ne sont pas les mécanismes qui manquent pour générer des ressources. Une taxe sur les supports numériques DVD et Blu-ray aurait été envisagée, de même que des prélèvements sur les bénéfices de la téléphonie mobile font l'objet d'études qui restent dans les tiroirs. Il aurait également été possible de taxer le commerce de la vidéo piratée qui s'est peu à peu implanté avec pignon sur rue, concurrençant les salles de quartier qui sont progressivement tombées en désuétude. En 2009, ce marché parallèle comptait, selon les statistiques officielles, 50 000 commerces répartis sur toute la République. En taxant ces pirates à hauteur de 100 dinars par an seulement, il aurait été possible d'obtenir 5 millions de dinars annuellement. Mais la Tunisie, signataire depuis 1969 de la Convention universelle sur le droit d'auteur de l'UNESCO, ne pouvait se permettre d'enfreindre les règles internationales. Elle s'est tout juste autorisée à fermer les yeux sur les conséquences nuisibles de cette activité illégale sur le parc des salles qui s'est rétréci en peau de chagrin. Privé de son marché immédiat, le cinéma tunisien a totalement perdu l'espoir de s'ériger en industrie endogène. N'est-ce pas là une forme de suicide que de laisser tout un secteur de l'économie s'effondrer en l'abandonnant pendant plus de 30 années au chaos du marché parallèle? Une politique du laisser-faire, conjuguée à un refus de développer une action salvatrice, ont accéléré cette désagrégation et maintenant que les carottes sont bien cuites, nous assistons inéluctablement au retour du rouleau compresseur. Voilà Pathé qui revient en force avec son enseigne d'exploitant et de distributeur. Le lancement de Multiplex, portant un label étranger, retentit dans nos esprits comme un retour à une situation que Tahar Sharia décrivait à la fin des années 50 comme une mainmise sur les écrans par les compagnies internationales de distribution. Qui détient le secteur de la diffusion commerciale des films domine automatiquement la production, écrivait-il à juste titre. Non assorti de moyens de régulation au profit du cinéma tunisien, l'implantation d'un réseau de multiplex au lieu du consumérisme sera-t-elle la sépulture du cinéma national ou le terreau de sa résurrection? Tahar Sharia, qui avait prévu une congruence entre tous les moyens du processus de fabrication du film, de la formation à la conservation, en passant par la production, la distribution, l'exploitation, l'industrie ainsi que la promotion, connaissait l'importance de la dimension économique du cinéma, ayant étudié les accords Bloom-Bynes, Léon Blum et Francis Bynes, secrétaire d'État américain, signés en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, entre la France et les États-Unis d'Amérique. Cette convention, qui instaurait officiellement l'hégémonie du cinéma hollywoodien, contraignait la France à acquérir près de 110 films américains par an, en contrepartie de l'effacement d'une dette. Sharia était donc conscient de l'importance de l'enjeu protectionniste qui est bien sûr à l'origine de sa réflexion sur la nécessité de monopoliser la distribution, de taxer les films importés et d'accorder un privilège fiscal aux films tunisiens. C'est une thèse qu'il a d'ailleurs largement développée dans son ouvrage paru en 1968 et republié en 1978, Les écrans d'abondance ou cinéma de libération en Afrique, dans lequel il analysait l'importation-distribution des films en Afrique et dans le monde arabe, tout en soulignant la nécessité de sa nationalisation. Visionnaire, Sharia avait imaginé avant l'heure les principes de l'exception culturelle que la France a imposés en 1994 lors de l'abolition des frontières douanières de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT. La France a ainsi pu sauvegarder l'intégrité de ses industries culturelles, le livre, le film, le disque.
Si la production annuelle de films français se maintient aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue quantitatif, avec 340 longs métrages en 2021, dont 265 d'initiatives françaises, c'est bien grâce à la taxation des films américains qui alimentent des fonds de soutien au cinéma français. C'est ainsi que l'on peut expliquer les longueurs d'avance que la France a acquis par rapport aux autres pays européens en matière de cinéma. L'Italie ne produit que 40 films, la Belgique une vingtaine, maximum 25. La barrière douanière qu'elle a maintenue lui a permis de prendre sa revanche sur les accords Bloom-Barnes de 1946. Les mesures protectionnistes préconisées par Sharia il y a près de 60 ans sont plus que jamais d'actualité. Mais aucun politique tunisien n'a le courage de les remettre à l'ordre du jour, tandis que la revendication des cinéastes s'essouffle. Plus personne n'ose en effet appréhender la mondialisation dans le droit fil de l'impérialisme, comme si cette hégémonie du Nord était juste et naturelle. Donc, d'un accommodement à la dictature, voici un accommodement à la mondialisation. Le constat amer et la non-rentabilité du marché national et la cruelle mise en évidence des difficultés de commercialisation d'un produit local, condamné d'avance au déficit dans un marché local quasi inexistant, poussent les cinéastes tunisiens à développer des comportements de survie et à admettre sans résistance les règles de la mondialisation. De ce fait, l'association entre un producteur du Sud et un producteur du Nord autour d'un projet dit tunisien apparaît comme une aubaine, voire comme une opportunité assortie de garanties matérielles pour la partie demandeuse d'assistance. Certains prétendent d'ailleurs que c'est la panacée et n'admettent même pas que l'on puisse envisager de manière critique les limites de cette démarche, la seule valable selon eux dans un contexte aussi délétère. Or, à partir de l'instauration d'un rapport de force fondateur, d'un partenariat entre un producteur du Sud et un producteur du Nord, toute une série de corollaires implicites vont se mettre en place. Les ateliers d'écriture où des experts en scénario du Nord apportent leurs conseils éclairés sont des viviers accueillant des candidats de bonne composition prêts à montrer patte blanche. Se présentant comme des accoucheurs d'idées, les coachs sont plutôt des chasseurs de tête qui repèrent les postulants les plus perméables à la transformation de leur projet ou ceux qui s'inscrivent déjà dans la logique du point de vue attendu. Tout le travail consiste à modeler une idée spécifique, personnelle et parfois singulière, en vue d'en faire un dénominateur commun, pour ne pas dire un lieu commun, un passe-partout, un sujet vendeur dans l'air du temps. Au lieu de développer des archétypes humanistes et fédérateurs garants de l'universalité, ces ateliers vont promouvoir des stéréotypes consuméristes, des clichés et des truismes. D'emblée, le film se développe sous le signe de l'adaptabilité et du renoncement à sa propre substance. Que reste-t-il de sa tunisianité à un film réalisé dans le cadre d'un tel partenariat? De quel titre pouvons-nous nous enorgueillir vraiment parmi les films coproduits ces 40 dernières années selon le modèle et selon les quotas établis par les institutions occidentales? Un bilan s'impose en effet pour tirer quelques conclusions. Il y a 25 ans, les silences du palais de Moufid Atletli avaient réussi, avant l'homme qui a vendu sa peau de Kawthar al-Benhania, à accéder au marché américain par la grande porte. Mais l'esprit, l'approche, les modalités ne sont plus les mêmes. Avec le récent décès de Moufid Atletli, Allah yarhama, c'est toute une conception du cinéma national que l'on vient d'enterrer. Et avec le succès de l'homme qui a vendu sa peau, finaliste aux Oscars en 2021, c'est la prédisposition à s'adapter au formatage qui s'instaure. Le film de Kawthar Benhania est dans ce sens parfaitement up-to-date, puisqu'il se conforme à toutes les conditions exigées par le système dominant. Il devient de ce fait un prototype révélateur, grossissant à la loupe des mécanismes de fonctionnement auxquels se conforment les bénéficiaires. Alors que les silences du palais valorisaient les compétences tunisiennes et non des moindres, comme Youssef Ben Youssef, directeur de la photo, Allah yarhamou, Dieu ait son âme, Fawzi Thabet, ingénieur du son, Dieu ait son âme, et le grand musicien international Anwar Braham, nous ne trouvons plus au générique du film de Benhania que le nom du compositeur tuniso-français Amin Bouhafa, pour représenter les prestataires techniques et artistiques locaux. Parlant anglais,
tourné une semaine seulement en Tunisie comme pour justifier de la subvention allouée par l'État, l'homme qui a vendu sa peau ne déroge surtout pas aux accords cadres qui régissent de telles coproductions. Ces conventions stipulent en effet que les départements techniques déterminants, comme l'image, le son, le montage, doivent être confiés à des ressortissants des pays bailleurs de fonds majoritaires. De même, la post-production doit impérativement se faire dans les pays à l'origine des financements et commandés par des réglementations très strictes. Cette mesure a pour but de soutenir l'industrie de l'audiovisuel dans ces pays industrialisés. Ainsi, les sommes accordées à un film du Sud, à travers les nombreux guichets existants en Europe et en France tout particulièrement, sont canalisées et restent au Nord, dans l'intérêt des pays producteurs, du producteur principal, qui optimise ainsi sa participation à des projets inscrits dans le cadre de la diversité culturelle. Que représentent donc les 500 000 dinars de subventions octroyées par le ministère des Affaires culturelles à des producteurs tunisiens qui se trouvent budgétairement minoritaires face à leurs partenaires du Nord? 500 000 dinars, cela équivaut à environ 180 000 euros. En pourcentage, la participation tunisienne est tellement dérisoire qu'elle en devient ridicule compte tenu des budgets actuels. Cette disproportion de l'investissement nous amène une fois de plus à nous interroger sur ce que l'on peut appeler un film tunisien. Elle nous conduit également à évaluer la marge de manœuvre laissée aux réalisateurs pour exprimer leur identité profonde. Qu'a-t-on le droit de dire à l'ensemble de la planète quand on est un cinéaste tunisien? Les filtres du système de diffusion de masse sont assez bien huilés pour confiner certains producteurs en les reléguant dans les limites du marché local et en autoriser d'autres à accéder plus confortablement à une large diffusion de leurs produits, selon des standards évoqués précédemment. Ce n'est donc pas nous qui définissons ce qu'il y a lieu de dire au monde de notre histoire, de notre environnement, de notre réalité, mais les distributeurs, les producteurs et les décideurs du Nord. Ne dit-on pas qui paye l'orchestre commande la musique? Pour que le film tunisien entre dans les rouages et les cases prévues par ce système, il faut qu'il obéisse à ce contrôle du contenu sous couvert d'accompagnement qui n'est en réalité qu'une forme non déclarée de censure. Ainsi, le système de la coproduction avec l'Europe garantit la circulation des films binationaux ou internationaux dans une aire géographique qui se prévaut d'être le centre de rayonnement. Tout comme le visa sur un passeport autorise la circulation des individus dans le monde libre, la coproduction devient une forme de parrainage, pour ne pas dire de privilège, permettant d'accéder à un réseau fermé et de bénéficier de toute la cohorte d'avantages qu'il offre. À la limite, qu'une telle production supportée par le marketing existe devrait conférer du prestige au cinéma national si seulement il pouvait se développer naturellement de manière rentable par ses propres ressources. Or, la coproduction constitue la seule et unique démarche viable et le transit obligé par un goulot d'étranglement où quelques passeurs, relais locaux de la mondialisation, ont assis leur autorité en faisant valoir leur carnet d'adresses. Ces réussites sont donc l'arbre qui cache violemment la forêt. La caractéristique des coproductions hybrides est l'édulcoration des sujets les plus forts, que l'on survole, que l'on effleure, en se gardant bien d'approfondir l'analyse. Dans L'homme qui a vendu sa peau, il s'agit pourtant d'un grave dossier, celui de la liberté de circulation des individus, avec pour toile de fond la guerre en Syrie. Souvent, le regard critique, qui se résume à la désignation caricaturale des tares et atavismes des sociétés du Sud, pouvant aller jusqu'au dénigrement, sert à conforter la conscience occidentale à l'égard d'une ère culturelle qui ne peut être comprise que par le biais de la grille de lecture orientaliste. Des films récents comme L'amour des hommes de Mehdi Ben Attia ou Un divan à Tunis de Malem Labidi propagent des idées toutes faites sur la libido des Orientaux, tout en titillant les tabous à la faveur d'une relative liberté d'expression qui permet d'aborder ces poncifs de manière plus crue. Les provocations sont toujours applaudies, même si elles sont inefficaces ou contre-productives dans les contextes où elles sont censées induire le changement positif. Les prétentions universalistes suscitent quant à elles le soutien d'une frange de la critique toujours sensible à une certaine forme de radicalité, synonyme de courage, ou à un formalisme éthéré, hermétique et désincarné qui échappe à tout référentiel. Dans tous les cas, le propos se conçoit à la lumière d'une simplification réductrice pour parvenir à l'entendement du cinéphile occidental moyen conditionné par le matraquage de la désinformation quotidienne et pour qui un film tunisien reste un produit typé, marqué par son origine. Il se trouve que des exceptions confirment la règle, comme Hedi,
de Mohamed Ben Attia ou les frères Dardenne, 3 fois Palme d'Or à Cannes, étaient des mentors assez subtils pour guider ce film intimiste vers son succès berlinois. Ou alors Un fils de Mehdi Barsawi, qui dose les effets et les ingrédients du mélodrame pour déjouer les pièges du pathos à travers une tragédie qui révèle les contradictions de la Tunisie post-révolutionnaire. Ou encore Fatwa de Mahmoud Ben Mahmoud, qui agite l'épouvantail de l'endoctrinement des jeunes par les salafistes dans un récit ficelé à la manière d'un thriller pour hisser un fait divers au niveau des mythes modernes. Streams de Mehdi Emili, un voyage désespéré dans l'enfer des bas-fonds de Tunis, ou plus récemment Sous les figues de Eris Heri, qui observe avec finesse un univers pastoral en renouvelant l'imagerie d'Épinal. Les films binationaux, même s'ils sont précédés par un bon marketing en Europe et dans les festivals, n'ont pas nécessairement de succès lors de leur sortie commerciale nationale. Chalat, Corps étranger, Demain des lobes, Mon cher enfant, Regarde-moi, Mostfazet, Feteria, Vent du Nord, Les épouvantails, Fleurs d'Alep, malgré le casting, Noura Rêve, malgré le casting et le Tani d'or au JCC, Redois, sont les titres les plus récents d'une longue liste de films coproduits et qui ne sont pas restés longtemps à l'affiche à Tunis. Par contre, La fuite de Razi Zarbeni, huis clos théâtral réalisé en période de confinement avec un très modeste budget, a cartonné malgré la crise sanitaire, tout comme Dashra, il y a 4 ans, qui avait réconcilié le grand public avec les salles. Produit sans aide préalable de l'État, sans coproducteur, mais en coopérative, le film de Abdelhamid Bouchner représente une poussée par le bas et un souci d'investir les contrées de l'inconscient collectif à travers une première expérience de film de genre. Papillon d'or, son deuxième film, poursuit la même démarche, basée sur l'entraide et la complicité au sein d'une équipe. Jaïda de Salma Bakar a également interpellé le public tunisien avec une manière progressiste d'interroger la mémoire des femmes. Le trait local, Sabat l'Aïd de Anis Laswed, a pu trouver des débouchés en Chine, en Inde et en Iran, en dehors des routes asphaltées de la coproduction avec l'Europe. Benzine de Salah Labidi, Les frontières du ciel de Félix Naner sont malheureusement des exemples de production respectables, victimes de l'inexistence d'un cadre adéquat pour assurer leur visibilité et leur rentabilité. Tout comme Narcisse de Sonia Chemri, qui s'est contentée des financements locaux, ou encore Eclipse et de la guerre de Fadel Jaziri, restés confidentiels. Peut-être ces films auront-ils la chance de rencontrer leur public à travers les nouvelles formes de diffusion via Internet. Découvert lors des dernières cinématographiques de Carthage, lors des dernières journées cinématographiques de Carthage, Fractus de Ned Rahmouni, en choisissant la veine mélodramatique proche du feuilleton télévisuel, s'assume comme un film commercial destiné au public local. Mais il est condamné lui aussi à n'être qu'une bouteille à la mer, une tentative de plus, car malgré toute l'audience potentielle qu'il pourrait avoir, il restera insolvable dans un contexte si peu porteur. Des perspectives de changement. La grande nouveauté du cinéma tunisien depuis 10 ans est la création du Centre national du cinéma et de l'image, CNCI, qui est bel et bien le fruit de la Révolution. Les textes promulgués en septembre 2011, 9 mois seulement après le départ de Ben Ali, ont été conçus par un groupe de cinéastes qui y ont synthétisé toutes leurs doléances depuis 50 ans. Avec son statut d'EPNA, établissement public à caractère non administratif, le Centre national du cinéma et de l'image a été esquissé, oui, j'étais pratiquement terminé, et a été esquissé comme un instrument de travail souple et efficace pour donner des ailes au cinéma tunisien. Inspiré du modèle français, il aurait pu permettre de réduire le fossé devenu trop criard et quasi inacceptable entre une industrie française hyper organisée et un cinéma tunisien plus que jamais demandeur d'assistance et d'aide. Il fallait, pour que la relation bilatérale puisse se poursuivre, lui donner un semblant de crédibilité en organisant un tant soit peu le secteur local. 10 ans plus tard, le cinéma tunisien est toujours géré par une administration digne des années 60. Des lois obsolètes, des mécanismes boiteux. Il souffre d'un manque de synergie entre les services. Le CNCI, après avoir été une coquille vide, trouve aujourd'hui des difficultés à prendre ses marques face au département des arts audiovisuels du ministère de la Culture qui détient les rênes, c'est-à-dire la délivrance des autorisations de tournage, la délivrance des cartes professionnelles, l'octroi des subventions, la gestion des archives. Le CNCI se contente quant à lui d'un rôle d'appoint promotionnel. Il tente d'assister les propriétaires de salles en sursis pour qu'elles ne ferment pas et ne peut en aucun cas s'atteler, faute de moyens, à la restructuration du marché. Ainsi,
Les deux autorités, ne parvenant pas à se mettre en synergie, sont incapables de sauvegarder le passé du cinéma tunisien et tout aussi incapables d'anticiper son avenir. Elles se voient tout simplement condamnées à gérer le quotidien. Ainsi, l'État continue de distribuer de l'argent à travers un fonds d'aide à la production sans accompagnement ni suivi, sans orientation éditoriale claire, ni critères, ni barème, ni cahier de charges. Il consacre son temps à gérer des conflits et des crises symptomatiques car le gâteau ne peut plus satisfaire la demande sans cesse croissante de la base. Aujourd'hui, et c'est la conclusion, aujourd'hui une volonté politique et une cohésion de la corporation sont indispensables pour réformer le secteur, en s'inspirant d'autres modèles qui ont fait leurs preuves dans le monde, comme la Corée du Sud ou le Brésil. Mais la Méditerranée, beaucoup plus proche, pourrait aussi devenir une planche de salut, favorisant entre les rives nord et sud des échanges solidaires, plus éthiques et plus équitables. Il s'agit, comme l'indique le titre du colloque, de réinventer des liens, c'est-à-dire de concrétiser des vœux, d'envisager un nouvel ordre, en rêvant d'ouvrir une nouvelle page d'histoire qui régulerait les apports respectifs, réhabiliterait un équilibre et réparerait ce que la violence des rapports de force commerciaux et politiques a perverti. Sur la base de l'intérêt commun, il est nécessaire de renouveler la notion de partenariat en lui donnant ses lettres de noblesse, avec l'ambition de faire de la Méditerranée un havre expérimental, un incubateur d'idées nouvelles et de modalités alternatives au service de la connaissance mutuelle. Au-delà de la variété linguistique, il y a en Méditerranée un fond culturel commun qui ne permet pas le dévoiement d'une mémoire ancestrale partagée. Des problématiques communes liées à l'histoire, à l'environnement, constituent d'innombrables sujets de films qui peuvent intéresser le public riverain et par là même faciliter la circulation des œuvres selon les règles de la réciprocité. Des opportunités de diffusion à travers des télévisions méditerranéennes pourraient garantir des débouchés systématiques à des films illustrant des valeurs millénaires. La coproduction de documentaires pourrait trouver à ce titre un essor certain. Il y a donc lieu de multiplier les relations entre producteurs et diffuseurs des 21 pays que comprend la région. À l'instar de la COPEAM, conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen qui intervient depuis 1996 au niveau médiatique, et surtout radiophonique, il serait souhaitable de fédérer les festivals du film en Méditerranée, dont le dernier né, Manarat, a émergé il y a 3 ans en Tunisie. Cherchant encore sa vocation et sa ligne conceptuelle, Manarat pourrait très vite avoir de l'impact et jouer un rôle déterminant en vue de tisser un réseau régional mobilisant les volontés et les compétences pour construire une entité cinématographique méditerranéenne forte de ses disparités. Je vous remercie. Merci, Hichem, pour cette conférence militante. Oui. Militante, que ce soit par le temps, que par aussi le contenu. C'est oui. Absolument... Parce que on sent parfaitement bien, moi je suis vraiment ignorant sur ce plan, on sent que le cinéma tunisien est handicapé quelque part. Oui. On cherche à le domestiquer pour des raisons politiques, peut-être pour des raisons économiques. Aussi. Et il finit par chercher des subterfuges. Le mot, vous l'avez utilisé. Alors, subterfuge, entre autres, et ça c'est ce que j'ai aimé, il a opté pour il a quitté l'endogène. Oui. Il a quitté l'endogène et cherche la coopération. Peut-être c'était la sortie. Mais on voit bien qu'il y a un retour. Oui. Un retour. Et il y a, j'utilise le mot que vous n'aviez pas utilisé, et il y a un processus d'indigénisation du cinéma tunisien, et vous avez cité des cas réussis. Bien sûr. Et j'espère que le cinéma tunisien va dans cette direction. Dans cette direction-là, oui, bien sûr. Merci pour cette belle conférence. Je vous donne la parole. Allez-y, monsieur. Permettez-moi de saluer votre courage. Merci. Qu'est-ce qu'il veut prendre Monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, Khalil. Après, qui encore on peut... J'ai écouté votre critique assez violente de la coopération européano-tunisienne
concernant le cinéma, donc. Je voudrais faire deux remarques simplement. Est-ce que vous pensez que vraiment, alors c'est peut-être pas le meilleur choix de film que je préfère, je pense au Divo à Tunis, qui a eu un certain succès. Est-ce que vous pensez que dans ce film, l'âme tunisienne du réalisateur a vraiment été complètement gommée par une volonté européenne? J'en suis pas complètement sûr. Vous avez compris ma question ou pas? Vraiment, je ne vous entends mal. Je préférais que vous parliez sans micro, d'ailleurs. Je parle mieux sans micro? Oui, si vous pouviez parler sans micro. Oui, je parle sans micro, si vous voulez. J'ai bien entendu votre critique assez acerbe, assez violente sur la coproduction européano-tunisienne. Simplement, je prends un cas de figure que je connais un peu, c'est le film Un divan à Tunis, qui était un succès commercial assez pas négligeable. Est-ce que vous pensez que dans ce film, l'âme tunisienne, le génie, l'originalité tunisienne a vraiment complètement perdu son... Elle est dévoyée. Au niveau de la libido des Tunisiens, on a imposé une vision de la libido des Tunisiens, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas vrai, ça. Le film a été fait, écrit pour un public occidental. Totalement. Il y a des gens qui se sont pas recoupés, des gens, certaines... Mais ça se passe dans les souks de Tunis, c'est extraordinaire. C'est joyeux, c'est décapante, mais la majorité, la grande majorité du public ne s'est pas entendu. Même les Tunisiens, les Tunisiens... C'est la couleur locale. La couleur locale marcherait très bien dans ces pays qui se font une idée un peu schématique de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voulons nous raconter les uns aux autres avec notre authenticité. Je voudrais entendre votre authenticité et je souhaiterais que vous entendiez la mienne. Oui, bien sûr. À travers les images. Or, vous avez beaucoup plus de chances de réussir dans cette entreprise que moi. Moi, je devrais me marginaliser pour y arriver. Je trouve que vous êtes un peu dur, quand même. Pardon ? Vous êtes un peu dur sur cette manière qu'on aurait d'empiéter sur votre créativité. Je suis pas sûr. Ouais, ma deuxième remarque est très... Ça devient un dialogue, oui, je m'excuse. Non, ma deuxième remarque, c'est que le cinéma européen... Ah oui. Et vous en tirez? Vous y arrivez? Vous y arrivez? Ouais. D'accord. Une deuxième remarque très très rapide, c'est que le cinéma européen est également en état de crise. Vous avez l'air... Très fort, je connais bien la question. Enfin, j'ai un problème avec le pâté à Toulon. Il a perdu... Il s'agit en fait d'une crise des salles de cinéma qui ont perdu 40% en gros de leur public. C'est un énorme problème qu'il faut quand même souligner. La concurrence avec Netflix est considérable et la crise du Covid a ramené les gens devant leur téléviseur, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est aussi un phénomène dans lequel il faut tenir compte. C'est vrai aussi que cette crise profite à la visibilité du cinéma tunisien. Je ne voulais pas le dire dans mon texte. Mais cette crise du cinéma français qui est en train d'organiser ses états généraux et la crise du cinéma mondial fait que le petit cinéma tunisien issu d'un pays en révolution devient très visible. Et bon, c'est logique, mais ça ne diminue pas le courage et l'effort des cinéastes qui, eux, se démènent comme des diables pour arriver à faire émerger un film. Vous voyez ? Moi, je voudrais juste revenir sur la date de 1983 et la proposition du ministre de la Culture, M. Ben Slema, pour prendre la taxe sur le spiritueux pour pouvoir promouvoir le cinéma. En 1983, comme je suis chercheur depuis longtemps aussi, il y a eu... une tentative au niveau du directeur général de la recherche, aussi feu Azdine Makhlouf, qui avait tenté de prélever un millime sur le prix de l'essence à l'époque pour faire un fonds pour la recherche-développement. Pour la recherche-développement et pour promouvoir une recherche qui ait un impact économique
en faisant la sélection, il y a un appel d'offres, un appel à projet de projets de recherche en interaction entre l'université et l'industrie. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Donc, des initiatives comme ça, on sait que ce sont des choses porteuses, parce que les gens qui savent réfléchir et de vrais décideurs savent faire le diagnostic et apporter les solutions, mais ces solutions ne sont pas durables parce qu'il y a des lobbies quelque part qui cassent le processus. Et moi, je l'ai vécu pour la recherche, on l'a vécu pour le cinéma. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. En somme, pour avoir un bon cinéma, on nous demande de consommer sans modération. C'est ça. Donc, plus on va boire, mieux c'est pour le cinéma, mais c'est une solution qui est un peu, quelque part, bâtarde. Le ministre de la Culture, des Affaires culturelles, ne trouve pas de solution pour un secteur dont il est responsable, et il va aller dire, écoutez, quand vous allez boire beaucoup de bière et beaucoup de vin, on va dégager un peu plus d'argent, et voilà, on aura quand même... Mais le Maroc, la loi, mais l'argent a été le Maroc détourné. le Maroc a choisi de taxer la téléphonie mobile. Et c'est un tsunami d'argent qui donne de l'autonomie au cinéma marocain, qui permet de construire des salles, qui permet de redynamiser un marché. Et il y a 68 festivals au Maroc. Et Marrakech commence demain, c'est un festival à milliards qui donne une image du pays. Mieux encore, le Maroc donne une subvention, le Centre national du cinéma marocain donne une subvention à tout film étranger tourné sur son propre sol. C'est-à-dire qu'on soit américain, finlandais ou chinois, si on tourne au Maroc, le Centre national du cinéma accorde une subvention. Et donc cet argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Ça veut dire que Nourdine Seyl, l'ami de Tahar Shria, eh bien, Nourdine Seyl a trouvé les mécanismes et les a conseillés au roi qui les a mis en œuvre. Mais voilà, c'est une question de soutien politique. Hichem, si tu permets, bon, évidemment, j'adhère totalement à ta démarche, je suis d'accord sur le principe, mais je suis quand même embarrassé quand tu utilises certaines notions qui sont un peu élastiques et qui risquent même de porter atteinte à la liberté de création, telle que l'authenticité. Qu'est-ce que tu mets dans authenticité? Là, ça me gêne quelque part. D'autre part, dans ton texte, tu parles d'une tunisianité. Qu'est-ce qu'on entend par tunisianité appliquée à la production cinématographique? Merci. Oui. D'accord. Alors, encore une fois, je suis d'accord sur la démarche. Authentique, ça serait être le plus vrai possible à l'égard de soi-même pendant l'action de filmer pour transmettre une idée qui puisse être un liant, un PPCM, une sorte de plus petit dénominateur commun dans une communauté. Si on arrive, en étant le plus authentique, c'est-à-dire le plus vrai avec soi-même, à comprendre son environnement et à le transmettre à travers des images à des gens qui vont percevoir la même chose, c'est qu'on est dans l'authenticité. Alors que il y a des films qui sonnent faux, qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à se reconnaître. Pourquoi? Parce que l'auteur était, c'est pas qu'il était malhonnête, non, mais il était pris dans les mailles de contradictions. Moi, si je ne fais pas des films internationaux, ce n'est pas parce que je ne veux pas m'ouvrir, c'est parce que j'ai peur de ne pas pouvoir supporter le poids haltérophile de ces contradictions-là. Vous voyez, ce n'est pas par refus de l'autre, je n'appelle pas à l'autarcie, au contraire, essayons la Méditerranée pour voir un peu ce que ça pourrait donner comme autre type de relation. Mais personnellement, je n'y vais pas parce que je ne me sens pas capable de soulever le poids de ces contradictions-là qui font que je m'éloigne de moi-même, c'est-à-dire de mon authenticité. Et on a utilisé, excusez-moi. Oui. Oui. Allez-y, je vous en prie. J'ai utilisé tout à l'heure le mot indigénisation. Et là, dans la recherche que nous faisons, on parle d'indigénisation c'est-à-dire que pour comprendre soi-même et nous comprendre. C'est ça. Et appeler ça tunisianité ou authenticité ou quelque chose comme ça, mais... C'est-à-dire que je pense que j'ai un public naturel, d'abord, qui est d'abord vous, là, vous êtes mon public naturel, et après, il y a le pays, il y a le quartier, il y a la région, et il y a le monde. Mais on ne va pas commencer par
donner des messages compréhensibles au monde, ça serait nous effacer complètement. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Merci. Ouais. Oui. Oui, je m'adresse donc à l'un des plus grands connaisseurs du cinéma tunisien, notre cher Hichem. Et évidemment, tu as surtout développé dans ce qui est conforme au libellé de ta conférence les problèmes économiques que pouvait rencontrer le secteur, aussi bien au niveau de la création, de la production, de la diffusion, etc., qui normalement sont du ressort de notre cher ministère de la Culture. Moi, quand je vois apparaître toujours cette phrase qui parle du fonds d'aide à la création ou à la production, ça me hérisse. On sait très bien en quoi il consiste, en une petite enveloppe dont les miettes sont partagées entre les différents secteurs du ministère de la Culture, avec un jury qui donne de droite et de gauche, qui distribue les subventions. Ce n'est pas une véritable politique. En fait, c'est cela qu'il faut dire. Il n'y a pas de politique. Voilà. Et moi, je voulais en revenir à quelque chose qui me paraît fondamental, parce que je ne connais pas le cinéma comme je peux connaître d'autres secteurs de la culture. Je voulais savoir si le cinéma, c'est quoi? C'est une création. On a affaire à des artistes, à des créateurs, et on a affaire aussi à des techniciens. Et je voulais poser cette simple question. Qu'est-ce que la Tunisie a fait pour la formation de ces gens-là, c'est-à-dire la formation. La formation, oui. Comment est-ce que l'on peut du jour au lendemain bondir, il y a peut-être des exceptions, peut-être que le cinéma évidemment n'est pas à mettre sur le même pied d'égalité que les autres arts comme la musique ou même le théâtre ou la danse évidemment, où la formation est essentielle. Alors dans le cinéma, je veux savoir s'il y a des écoles de formation en Tunisie, oui. Ou alors est-ce qu'on peut devenir du jour au lendemain réalisateur? Puis il y a une technique dans le cinéma, il y a toute cette dimension technique. Qu'est-ce que le pays a fait? Je dis, moi je ne connais pas bien le secteur. Qu'est-ce que le pays a fait pour former, pour intéresser, pour développer le secteur? Ce qu'il n'a pas fait pour le reste, d'ailleurs, entre parenthèses, tu connais aussi bien le problème que moi, je crois. Donc, il n'a pas fait également pour les autres secteurs. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de politique, parce qu'il n'y a pas de gens formés. Nous sommes des gens égarés. Les artistes dans ce pays sont des gens égarés qui errent. Et il n'est pas étonnant de les voir débarquer en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, demander à taper à la porte pour trouver des aides. Et s'infiltrer parce qu'ils ont besoin aussi de s'exprimer, si j'ose dire. Bon, la formation existe évidemment depuis les années 90. Oui. Il y a un institut qui s'appelle l'ISAM, Institut supérieur des arts du multimédia, et l'ESAC à Gamart, qui forment post-licence. Et donc ce sont des instituts qui accueillent des étudiants en surnombre, si on compare à la capacité du marché de résorber cette population-là. Donc on forme des chômeurs. Donc il y a une grande quantité de jeunes qui ont des diplômes, qui ont des ambitions, qui ont des rêves, mais qui trouvent dans la réalité de la corporation des barrières parce qu'on ne leur donne pas de carte professionnelle, ils se sentent brimés. Certains font une expérience dans les télévisions et puis partent dans les pays du Golfe. Donc ils travaillent dans les chaînes Qatari, Bahreïn, Oman, etc. Ils font soit des émissions enfantines, soit des émissions sportives. Et donc ils émigrent. Et puis il y a ceux qui ont une minorité qui a réussi à partir en Europe et qui a commencé à y faire des films, comme Rajal Ameri, comme Kauthar Benhania. Et puis il y a ces gens qui revendiquent, qui demandent aux politiques tunisiens d'organiser ce secteur pourvoyeur d'emploi, qui pourrait faire vivre des familles et qui pourrait être une courroie pour faire avancer un secteur économique. Et dans le cadre des industries culturelles, bien sûr, pour l'image du pays et pour la régulation aussi des idées dans ce pays, pour qu'il y ait un débat social. C'est un tout, le cinéma. C'est vraiment une tresse où tout s'imbrique. Et le politique ne veut pas le voir comme ça.
Une dernière question avant de passer Oui, à en fait, la dernière intervention. oui, vous en avez parlé, quelques films qui ont été autofinancés et qui ont été très, très bien reçus. Ils ont un peu favorisé le débat pour la libéralisation du secteur, c'est-à-dire pour l'abolition de la subvention de l'État. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Je n'entends pas bien. Je crois que je dois aller consulter. En fait, récemment, quelques voix appellent à la libéralisation du secteur et à l'abolition de la subvention de l'État pour la remplacer par un système un peu libre de marché. Et est-ce que vous pensez, comme ça a été fait pour le documentaire, dans le documentaire, on a maintenant une distinction entre le documentaire comme appellation générique et le documentaire de création. Est-ce que vous pensez que pour le cinéma en général, il faudrait distinguer entre un cinéma d'auteur qui, de toute façon, ne trouvera pas un grand public, un cinéma intimiste et un cinéma de genre? Je pense personnellement qu'il y a là deux économies différentes. C'est Hichem. Venez, répondez. Justement, lors de cet âge d'or des années 90, avec les succès de Halfawin, etc., on disait le cinéma tunisien ne peut pas rivaliser avec le cinéma occidental sur son propre marché en tant que cinéma commercial. Nous devons proposer quelque chose de différent et donc nous pouvons nous singulariser, nous pouvons être originaux grâce à des visions subjectives d'auteurs. Et c'est comme ça qu'on a engagé le cinéma tunisien dans cette veine du cinéma d'auteur, oubliant le cinéma de genre, oubliant le cinéma commercial. Voilà. En documentaire, effectivement, il y a des documentaires formatés pour la télé et des documentaires qui sont plus, disons, indépendants et qui aspirent à un autre type de circulation. C'est vrai, mais moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que le politique devrait créer de la place pour tout le monde, pour que le film expérimental existe, pour que le film d'auteur existe, pour que le film commercial existe, pour que le film réalisé en partenariat avec l'étranger existe, et que toute cette diversité-là soit complémentaire et fasse la richesse du cinéma tunisien. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il y a des ressources dans ce pays, il y a des compétences, il y a un potentiel énorme. Mais, malheureusement, il est brimé. Il est brimé parce qu'on ne veut pas le reconnaître. Merci. Est-ce que Mounira veut intervenir? Mounira. Allez-y, Mounira. On n'entend pas. C'est bon. Merci à tous pour vos présentations très riches et en même temps qui se complètent en réalité. Parce que quand mon ami Samuel m'a sonné, j'ai sollicité pour parler d'Albert Camus.
émotion. Et parce que, justement, lui parlait d'une autre forme d'émigration sicilienne, qui n'avait pas suscité cette espèce, justement, de conflit avec les Tunisiens. Je me souviens, quand j'étais petite fille, j'ai fait avec mon père et ma mère le tour de la Tunisie. Mon père adorait se promener. Et il n'y avait pas, je crois, une ville ou même un petit village où il n'y avait pas d'Italiens, de Siciliens. C'était un petit peu les gens qui, au fond, ne posaient pas de problème. Je voulais voir justement mettre un peu en vis-à-vis ces deux communautés et leur réaction à cette guerre qui a été la Tunisie et qui, un tout petit peu après peut-être, mais qui a accueilli successivement des Grecs, des Russes et des Espagnols à des moments dramatiques de leur histoire dans leur pays. Et ils ont donné énormément, ils ont enrichi la population tunisienne, ils ont été intégrés. Moi, je connaissais beaucoup de Russes quand j'étais petite, et je connaissais cette femme extraordinaire qui vivait à Bizerte, qui était devenue une sorte de mappa de Bizerte, qui aimait énormément, qui était prof de maths et qui a écrit une très belle photographie qui se nomme La dernière escale. Et je pense, quelque part, la Tunisie, elle, a accueilli des communautés de tous ces pays qui vivaient des drames dans leur pays, qui ont été contraints d'émigrer, qui sont arrivés en Tunisie et qui n'ont pas connu le rejet que connaissent les Tunisiens actuellement en Europe, puisque le grand village que Fukuyama avait imaginé avait en même temps érigé un mur contre toutes les populations indésirables. Et pour compléter cette séance très belle, j'avais pensé à mon ami Raya Beneji, à vous raconter le drame de cette Méditerranée que nous sommes en train de sculpter chacun dans sa spécialité et de raconter un peu les Harem et la mer qui les avait avalés. Et j'ai une très grande et vieille amitié avec Hichem, et je m'attendais vraiment à cette belle conférence que tu as faite et je t'en remercie particulièrement. Cette culture que nous avons sondée à travers des exemples différents, c'était vraiment quelque chose de très précieux. C'est la raison pour laquelle je veux vous dire, à la fin de cette journée consacrée à la culture, c'est vraiment extraordinaire. Merci à tous. Merci. Merci à toi, Mounira, pour cette contribution intéressante. Merci. Nous passons à la dernière conférence de la séance et on s'excuse d'être un peu en retard. Eh oui. Alors, nous allons écouter le professeur Jean-Marc Prévost. Je prononce correctement votre nom? Oui, c'est comme ça. On va nous parler du Maroc. Entre autres. Alors, nous allons écouter le professeur Jean-Marc Prévost
directeur du musée d'art contemporain Carré d'art Jean Bousquet à Nîmes, sur une conférence intitulée Yoto Barada, un regard sur Thérèse Rivière et sa réécriture de l'histoire du Maroc par ses objets. À vous la parole. 30 minutes. Oui, je vous laisse faire le... Bon, je pense que vous êtes tous très fatigués en fin de journée. Moi, je présente une artiste, donc je vais présenter beaucoup d'images et peut-être une vidéo à la fin, si on a le temps. Je voulais déjà remercier les académies de m'avoir invité, et puis particulièrement Hélène Deronne, qui a été très longtemps présidente des Amis du musée de Carré d'art, en fait, à Nîmes. Je suis très heureux de pouvoir parler d'une artiste avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, avec qui j'ai fait une exposition à Nîmes en 2016, je crois, oui, 2016, et qui est une artiste qui est franco-marocaine, née en 71, qui est née à Paris, mais qui a grandi à Tanger, au Maroc, et qui a étudié aux États-Unis et en France. Donc, ce qui est intéressant pour beaucoup de ces artistes de cette génération, c'est parlent différentes langues, ils sont dans différentes cultures, et que c'est aussi cette génération-là le prend comme une richesse, en fait, pas comme quelque chose de négatif, et d'une richesse d'avoir ces cultures qui sont différentes et de construire quelque chose à partir de ces différentes influences. Elle vit aujourd'hui à New York parce qu'elle s'est mariée avec un Américain, donc elle vient de déménager à New York il y a 2 ans. C'est une artiste très connue, hein. Elle a exposé à Nîmes, mais elle a exposé aussi au Musée d'Art moderne de New York. Elle a en ce moment une grande exposition au Stedelijk d'Amsterdam, donc c'est une des artistes très, très en vue. L'exposition qui avait lieu à Nîmes s'appelait Faux Guide. Elle est toujours un peu ironique comme ça. Faux Guide, c'était pour elle une référence aux guides qu'il peut y avoir au Maroc sur les sites archéologiques qui ne sont pas les guides officiels et en fait qui racontent des histoires qui ne sont pas la vraie histoire en fait, donc qui jouent en fait avec ça pour se faire un peu d'argent. Et donc elle se place aussi en tant qu'artiste. On n'est pas du tout, elle traite de sujets très politiques et très importants, mais elle ne se place pas du côté d'une historienne, c'est pas une historienne, c'est une artiste. Donc elle se dit aussi qu'elle fait partie de cette histoire de faux guide, parce qu'elle mène les gens où elle veut les mener, en fait, tout en posant des questions très, très sensibles. Son travail est tout d'abord lié, je vais parler de Thérèse Rivière et son travail dans les Aurès, mais son travail est tout d'abord centré dans les années 90 sur la transformation de Tanger, qu'elle habitait à Tanger, donc comment la ville est transformée pour des raisons économiques principalement, des quartiers sont rasés, des zones entières sont transformées par des entreprises multinationales. Et comment cette ville, la ville de Tanger, dans certains quartiers, s'efface. Et donc je ne vais pas montrer toute cette recherche parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout ce qu'a fait Ito Barada, mais je voulais quand même, je n'ai pas résisté à montrer ces belles images. Ce garçon, en fait, elle a fait tout un travail autour d'un quartier de Tanger, proche du port, qui était un lieu un peu comme un terrain vague, des grands terrains vagues en fait, mais qui était un lieu de sociabilité aussi, où les gens allaient passer du temps, les enfants allaient jouer, et donc petit à petit c'est devenu quelque chose d'urbanisé en fait. Et là, elle a photographié des enfants. Il faut savoir que ce n'est pas elle qui leur a demandé de mettre des couronnes sur la tête, c'est les petits garçons eux-mêmes qui se faisaient des couronnes avec ces iris, qui s'appellent l'iris tingitana, qui est l'iris de Tanger, en fait, qui c'est un des symboles de Tanger. Et en fait, le fait que ce terrain va disparaître, qui est un grand espace, va aussi faire disparaître ces iris quelque part, et donc c'est une perte en fait d'une espèce qui était importante pour la ville de Tanger, parce que c'est un symbole aussi, elle s'appelle l'iris de Tanger, donc c'est un symbole de la ville, et
dans d'autres images que je ne montre pas là, elle a montré comment ces iris pouvaient être remplacés par des géraniums, en fait. Donc les géraniums venant de l'Europe et en fait de la vision normalisée en fait, des parterres de fleurs. Donc on voit ces enfants qui jouent avec ça, qui se font des couronnes, donc qui font le lys aussi dans la culture, surtout catholique, représente le pouvoir, en fait, quelque part. Donc là, c'est des petits rois, mais d'un paradis perdu, quelque part, qui va disparaître prochainement. Donc elle a fait toute une série autour de cela. Où c'est vrai qu'elle fait beaucoup de références, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la photographie documentaire. Hein, quand on regarde une photo comme ça, qui sont assez grandes, hein, elles font 1,50 m sur 1,50 m, donc c'est très physique, hein, c'est pas une petite photo. Donc on passe au-delà du documentaire, c'est plutôt comme un tableau. Et donc là, elle fait des références aussi à la peinture flamande, par exemple les vanités du XVIIe siècle, avec les fleurs qui représentent les vanités. Donc ce regard du garçon, cette fierté enfin, du garçon qui nous regarde, est là pour nous signifier de quelque chose qui va se passer dans le futur. Elle porte aujourd'hui, je voulais faire une parenthèse, elle porte particulièrement aujourd'hui, c'est assez étonnant, un intérêt pour la botanique, et elle a créé un jardin à Tanger, un jardin participatif où il cultive des espèces justement qui risquent de disparaître et qui sont liées au Maroc. Dans cette série-là, elle a aussi elle a fait aussi ce travail, en fait, elle a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immigration, en fait, ce désir d'Europe, en fait, de Marocains qui veulent passer, et Tanger est un port qui permet de passer vers l'Europe. Et donc elle a photographié aussi ces personnes qu'elle appelle les dormeurs, qui sont des gens qui sont en attente, en fait. On ne sait pas, ils sont en transit, ils sont entre deux choses dans l'espace qui est un espace public. Ça, je montre ça aussi parce que c'est quelque chose où elle est plutôt aussi dans le domaine de l'abstraction et de la peinture. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, ce sont les logos des cars qui permettent aux gens de transiter, en fait. Donc elle a isolé le logo du car. On voit bien le clignotant, là, vous voyez, c'est en bas de cette image-là, qui sont reconnaissables, qui peuvent être reconnaissables au Maroc, en fait. Après, donc, je voulais parler de son travail. Ce qu'elle avait développé au Carré d'Art à Nîmes, c'était tout un travail autour des fossiles, des faux fossiles qui existent au Maroc. Mais il y avait toute autre partie du travail, donc c'est pour ça que je parlais des objets qui sont des objets marocains. Mais elle a développé aussi tout un travail autour de Thérèse Rivière, qui autour surtout des cahiers indigènes. Durant les années 20 et 30, une génération entière d'ethnologues dont les travaux ont marqué l'histoire de l'anthropologie fut formée par Marcel Mauss, qui est un ethnologue important. Marcel Mauss qui mit en pratique une ethnographie descriptive, c'est-à-dire aller sur le terrain et de récolter des objets, avec une observation qui était basée sur l'observation concrète des faits sociaux. Il a compté parmi ses élèves qui ont suivi son enseignement Georges-Henri Rivière, que vous connaissez peut-être, qui est une figure très connue, qui a été le fondateur du musée français en 1935 et ce musée qui deviendra le musée national des arts et traditions populaires actuellement. Et il avait une sœur qui s'appelle Thérèse Rivière, qu'on avait oubliée et qui était occultée totalement. Et donc Ito Barada a fait tout un travail de recherche sur justement les recherches de sa sœur. Donc on ne savait presque rien sur Thérèse Rivière. Il y a eu juste une étude qui a été faite, un essai biographique qui était très documenté par une historienne qui s'appelait Fanny Colonna,
qui a donné ce titre qui est intéressant, Aurès, Algérie, 1935-1936, photographie de Thérèse Rivière. Elle y a passé tant d'heures. Donc elle y a passé tant d'heures, mais personne ne le sait en fait, parce que c'est des choses que l'artiste justement a remis au jour. Où elle faisait ressortir dans cet essai, elle faisait ressortir les compétences à la fois photographiques et ethnographiques de Thérèse Rivière. Ça, j'expliquerai par la suite. Il a fallu attendre après octobre 2005 et la disparition d'un de ses collaborateurs qui avait travaillé donc avec Thérèse Rivière, Jacques Faublet, qui était un linguiste et un ethnologue, pour que soit révélée l'existence de ces 3500 photographies, des carnets, elle a une vingtaine de carnets de terrain, de travail, et puis le recueil, justement, ce recueil de dessins exécutés par des habitants des Aurès. Au terme d'une mission de 18 mois, dans les Aurès en 1935-1936, Thérèse Rivière a recueilli un ensemble de dessins assez exceptionnels, faits sur des petits cahiers, des dessins en fait qui ne doivent pas grand-chose à la tradition du dessin que l'on peut avoir en Occident, dans les écoles traditionnelles à Paris ou ailleurs en Europe. Et donc elle a recueilli 235 dessins où on peut y voir, quand on les lit dans le détail, ce qu'on n'aura pas le temps de voir là, mais quand on regarde, on peut y voir des influences justement de l'apprentissage de l'école coranique aussi, des choses directement liées aux religieux ou aux pratiques rituelles qui sont présentes là, tout en étant aussi associées à des formes plus abstraites qui viennent aussi de la tradition plus occidentale. Ils sont exécutés à l'encre, ces dessins, et en fait, c'est elle qui a demandé à ces garçons, c'est des garçons et des hommes adultes qui les ont réalisés, et elle leur a donné la possibilité d'exprimer ce qu'ils voulaient exprimer, en fait. Et c'est souvent lié à la vie quotidienne, à des pratiques qui sont plutôt cérémonielles. Donc il y avait cette idée c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas que prélever quelque chose, c'est-à-dire qu'elle donnait la possibilité aussi de créer quelque chose, en fait, de montrer leur créativité. Donc ces dessins sont le fruit d'une rencontre. S'ils participent d'un projet d'ethnographie descriptive mené par Thérèse Rivière, qui a donc suggéré à ces personnes de réaliser les dessins, il révèle aussi ce que leurs auteurs souhaitent dire à l'ethnologue, tant sur leur propre culture que sur la nature des relations qu'ils entretiennent avec elle. C'est-à-dire qu'ils veulent certainement lui faire plaisir aussi et de répondre à son attente. On y trouve différents registres en fait, d'expression, des différents modes de figuration, et beaucoup de choses qui sont liées au corps. Je vais en montrer quelques-uns. Ça, c'est plus géométrique, donc il y avait une liberté en fait, au niveau des choix, ça c'est pas lié. Dans l'exposition, ils étaient montrés comme ça, sur une ligne en fait. Il n'y avait pas bien sûr l'intégralité des dessins, mais elle avait fait des photographies de ces dessins. Ils sont vraiment faits d'une façon très méticuleuse, en fait, avec application. Elle voulait absolument, on le sait par ses écrits, elle voulait vraiment les faire connaître et réaliser une publication autour de ses dessins quand elle est rentrée à Paris. Ce qui n'a pas été fait, en fait, ce qui n'a jamais été fait. Elle a fait tout un inventaire très précis aussi qui a permis maintenant à des historiens de faire un travail. Donc ce qui est intéressant en fait dans ce projet-là, c'est la prise en compte de la dimension artistique de ces dessins, alors qu'on est dans le domaine de l'ethnologie descriptive, et ce qui définit en fait de la part de Thérèse Rivière un rapport très différent aux personnes qu'elle étudie. Ito Barada, quand elle les photographie et les présente sur un mur d'un musée d'art contemporain, et non dans un musée d'ethnographie, les fait entrer dans le champ de l'art, du coup. En fait, ils passent dans un autre champ.
Et c'est ce qui intéresse Ito Barada dans cette opération, après ce qu'avait signifié Thérèse Rivière. Ça a été compliqué pour elle ça a changé l'image. Ça a été très compliqué pour Ito Barada d'avoir accès à ses dessins, étrangement. Je me souviens quand on a fait l'exposition, elle était en train de préparer les photographies, et en fait, elle n'avait pas les accords du musée du Quai Branly en fait, pour accéder aux dessins. Et elle a eu vraiment très peu de temps pour ensuite pouvoir faire les photographies. Et elle n'avait surtout pas le droit de les publier. Au moment on avait des difficultés de faire ce catalogue. Il y a eu un catalogue qui a été fait. Et on a eu des difficultés d'avoir les droits de publication. Je ne résiste pas à montrer ce qu'il y a devant aussi. Elle travaille aussi beaucoup sur l'artisanat. Et justement, le passage de quelque chose qui est du domaine de l'artisanat dans le domaine de l'art. Et là, ce sont les sculptures de plombiers qu'elle appelle, en fait, sur la plage Gemma et Fna. Et les plombiers, pour montrer leur savoir-faire, font des formes comme celle-ci, et qui permettent de voir qu'ils savent bien souder, ou ce genre de choses. Donc vous avez les pompiers sur la place, et ils ont les plombiers sur la place, et à côté d'eux, il y a cette sculpture, en fait, qui est une sculpture, et quand on connaît l'histoire de l'art, bien sûr, ça fait penser à Marcel Duchamp directement, des ready-made de Marcel Duchamp. Donc elle les a là aussi, c'est-à-dire qu'elle a acheté aux plombiers leur outil de communication pour les présenter à l'intérieur du musée et les mettre sur un socle. Les couleurs aussi sont très étranges, et en fait elle avait voulu des couleurs dans son dispositif qui faisaient référence à l'enfance, en fait, qui était aussi une référence au jeu, à quelque chose du domaine de l'innocence et de la création et du jeu. Toutes les couleurs que vous voyez, c'est des bleus, c'est une peinture très spéciale, ou des marrons qu'elle avait dans ses chambres, qu'elle a eu d'une façon ou d'une autre dans ses chambres d'enfants. Donc il y avait ces cahiers indigènes qui sont très importants, et il y avait une autre série qui s'appelle Les jouets indigènes aussi, où elle a mené cette recherche avec Germaine Tillon, où elle a répertorié aussi plein de jouets faits par les enfants, qui sont des choses très simples, en fait, bricolées, en fait, avec des morceaux de bois, avec des morceaux de tissu, et qu'elle a réuni. Elle a refotographié un peu le même système que les dessins, elle les a refotographiés pour les faire passer aussi dans le domaine de l'œuvre d'art et du musée, en les considérant bien sûr comme des objets d'artisanat, mais pour elle aussi au-delà. Ce qu'elle raconte aussi, c'est-à-dire que ces objets sont très bien conservés, et qu'il y a une réflexion chez elle aussi sur le paradoxe, en fait, qu'il y ait une appropriation, bien sûr, de la part de ces ethnologues françaises dans une période de colonialisation, mais en même temps, ces objets n'auraient jamais été préservés s'ils étaient restés au Maroc, en fait. Donc il y a ce paradoxe qui est évident, et que maintenant ils sont conservés dans un musée, ils auraient certainement disparu parce qu'il n'y avait pas de musée pour les conserver. Donc Germaine Tillon, il faut savoir que Germaine Tillon et elle ont vraiment fait vraiment de nombreuses, ont récolté beaucoup de choses. Là, je vous ai dit qu'elle-même, elle avait 3500 clichés, 54 enregistrements de chants, de chansons en fait sur des rouleaux qui ont été retranscrits, un herbier aussi avec 850 plantes, du matériel de fouille néolithique, et puis un nombre considérable de dessins. Donc tout ça, ça s'est fait en 2 ans, 35, 36. Donc dans cette vision de récolter le plus d'objets possible dans un territoire donné. Donc Thérèse Rivière est née en 1901, elle est décédée en 1970 dans les murs d'un hôpital psychiatrique. Elle était diagnostiquée bipolaire. Et donc, elle a disparu pendant tout un temps, alors que c'est quand même une personnalité importante qui a joué un rôle avec ses différentes recherches et récoltes d'objets. Et donc elle a disparu à partir de 1945. On n'a plus parlé d'elle, on n'a parlé toujours que de son frère. Et donc il n'y avait plus de traces de son existence. Les seules traces qu'il y avait, c'était les objets dont je vous ai montré, puis d'autres,
qui étaient conservés au musée, qui sont aujourd'hui conservés au musée du Quai Branly. Donc, ce qui intéresse l'artiste aussi, en étant aussi une artiste, comme j'ai expliqué, marocaine, franco-marocaine, c'est que c'est de réfléchir aussi le moment précis où ça a été réalisé et que ces missions ethnographiques étaient alors conçues comme de vastes entreprises de collecte pour remplir avant tout les réserves et les vitrines des musées, mais d'une façon systématique, en fait. L'idée, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de conserver les choses, mais en même temps de déposséder les personnes qui les ont et de faire des choix aussi. Donc Thérèse Rivière est un agent, en fait, fonctionnaire du gouvernement, un pays qui est colonialiste, pour documenter la culture d'un autre pays et qui est obligé, comme on le sait, quand on fait ce genre de collecte, on fait des choix dans ce qu'on regarde. Et donc on raconte une histoire, c'est un peu cette histoire du faux guide qu'il y a dans l'exposition d'Ito Barada. Donc Ito Barada, au-delà de ça, pense la vie d'une femme, en fait, en tant qu'artiste femme, elle pense la vie d'une femme célibataire dans un monde dominé par le regard masculin et aussi marginalisé à cause de son sexe, qui est une chose assez actuelle, au-delà de la portée colonialiste. Donc aussi cette histoire qu'une partie, en racontant des histoires et en prélevant certaines choses, il y a une partie de l'histoire qui est totalement occultée. Ce qui est une autre chose qu'on peut voir, c'est qu'aussi Thérèse Rivière avait un rapport très particulier avec les personnes qu'elle rencontrait sur place, et donc c'était quelque chose de très plutôt intime, comme on voit pour les dessins, ce qui n'est pas forcément le cas dans des collectes de ce type. Et donc, c'est quelque chose où se porte un regard subjectif, en fait, et peut-être empathique à certains moments, qui peut aussi être sujet à réflexion sur comment on construit une histoire à un moment donné, comment on peut falsifier l'histoire. Parce qu'on le sait que dans tous les cas, le fait dans l'acte de documenter et de choisir, il y a forcément une violence, en fait, donc, qui est faite à un moment donné. Rien n'est neutre, en fait. Donc elle se pense, Ito Barada aussi s'identifie en quelque sorte à Thérèse Rivière. Dans un texte, elle dit « elle »,« moi »,« elle », en disant que, comme je vous le disais au début, l'artiste aussi raconte une autre histoire, parce qu'elle choisit aussi certaines pièces de cet artiste, certains objets, plus que d'autres, qu'elle met en perspective pour leur dimension peut-être esthétique. Je vous ai dit, c'était de les faire passer dans le champ de l'art. De nombreux artistes travaillent comme ça sur les archives, surtout du Moyen-Orient, mais d'Afrique du Nord travaillent sur les archives d'une façon systématique pour raconter des histoires. Peut-être le plus connu, je voulais montrer une image d'un artiste qui est très connu, qui s'appelle Walid Raad, qui est un artiste libanais et qui s'est intéressé aux archives de la guerre civile au Liban de 1975 à 1991. Donc dans toute sa recherche, c'est essentiellement des photographies. Et c'est essentiellement des photographies et il y mêle des archives qui sont des archives authentiques et des éléments fictionnels et artistiques. En fait, tout son projet, en fait, il a créé un groupe qui s'appelle l'Atlas Group, qui n'est pas un groupe, en fait, il est seul dans le groupe, donc là aussi c'est une fiction. Il veut révéler en fait que les récits historiques ou journalistiques sont empreints de procédures qui sont totalement fictionnelles. Et nous accédons à des traces et parfois des illusions, ce qui est un peu la même chose chez Ito Barada. D'ailleurs, ils se connaissent bien.
Il a inventé, par exemple, là on le voit, le personnage qui est là, à la Tour Eiffel, il a inventé de toute pièce le docteur Fakhouri, qui est selon lui le plus grand spécialiste de la guerre du Liban, en fait. Mais de la façon dont il présente, ou comment il peut le présenter dans des conférences, parce qu'il fait des conférences aussi, on croit vraiment, en fait, que c'est le spécialiste de la guerre du Liban. Donc, c'est comment questionner l'histoire, le questionnement de comment aborder l'histoire et le présent, est-ce que la fiction n'est pas le meilleur moyen, en fait? Est-ce que l'aspect fictionnel n'est pas le meilleur moyen d'y rentrer? Donc, Ito Barada fait partie d'une constellation d'artistes, vous voyez, essentiellement Moyen-Orient et Afrique du Nord, qui travaillent sur toutes ces archives, en fait, qui ont été occultées et à partir desquelles ils racontent des histoires où la fiction joue un rôle très important. Ce n'est pas des choses qui sont scientifiques, mais où il y a le côté réel, véritable, en fait, avec comme les objets que l'on voit ici, mais qui sont manipulés d'une certaine façon pour raconter une histoire. D'une façon plus générale, Ito Barada a participé à la création de je ne sais pas si vous connaissez cette fondation, la Fondation arabe pour l'image, qui a été créée à Beyrouth en 1997. Je vous conseille de regarder le site parce que c'est impressionnant. Ils ont collectionné 500 000 photographies qui regroupent des photographies du monde arabe, en fait. C'est-à-dire des archives personnelles, des archives qui pouvaient être des studios de photographes, en fait, qui ont fermé leurs studios parce que les studios n'existent plus. Donc, ils ont récupéré toutes ces archives. Ils en ont fait un site internet où tout le monde peut regarder et travailler avec, et tout le monde peut quelque part les manipuler aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est que cette Fondation arabe pour l'image, dont Ito Barada est une des fondatrices, c'est aussi que ce sont des artistes qui l'ont créée, ce ne sont pas des historiens. Avec beaucoup d'artistes libanais, donc il y avait cette urgence en fait de garder la mémoire en fait qui allait disparaître avec les guerres et ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, ce sont des artistes, et que ces artistes-là les utilisent à l'intérieur de leurs œuvres en fait. Donc je ne dirais pas les manipuler parce qu'ils le font d'une façon critique et intelligente, mais ils les utilisent à l'intérieur de leurs œuvres. Mais encore une fois, ce ne sont pas des historiens qui ont créé cette base qui est très importante, qui est connue dans le monde entier, de la Fondation arabe pour l'image. Donc ces documents, en fait, peuvent servir de base à un travail artistique. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Ah, ça passe vite. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Donc je voulais dire que c'était dans un plus grand... Je voulais aussi dire qu'elle avait fait tout un autre travail sur le Maroc, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Thérèse Rivière, mais elle a fait aussi tout un travail sur le Maroc, un travail critique sur l'IOT, et sur le projet du service des arts indigènes, on retrouve ce mot encore, art indigène, et qui avait été montré justement dans l'expo de Carré d'Art. Donc l'IOT qui était le premier administrateur du Maroc, et qui voulait façonner le royaume dans ses moindres replis et ressusciter l'empire marocain. Il avait décidé aussi de faire au Maroc un inventaire de l'artisanat marocain, dans un but en fait d'exemplarité, de revenir à un artisanat qui était antérieur et de le donner comme modèle aux artisans du moment, en fait, comme un modèle qui ne pouvait pas être déplacé. Il y avait chez lui, il y avait l'idée des 3 R, réformer, recadrer, revivifier. Donc c'était une idée, il a fait des choix aussi, là je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il a fait, mais je veux juste montrer cet exemple, par exemple, qui est très parlant, c'est-à-dire qu'il a fait tout un inventaire des tapis marocains, et en fait ce qui les intéressait dans les tapis marocains, c'était les tapis qui avaient des motifs floraux, des rinceaux, ce genre de choses. Et donc il a limité les tapis marocains à ces tapis-là. Sauf qu'il y a aussi les tapis berbères qui existent,
mais que lui n'y s'intéressait pas du tout, parce qu'il y avait pour lui moins de travail, c'était juste des teintures. Donc là, l'artiste Ito Barada, quand on a fait l'exposition, elle est collectionneuse de tapis berbères, tous ces tapis lui appartiennent, et elle a collectionné des tapis berbères depuis très longtemps, même des tapis très anciens, qui sont des monochromes. Et ces monochromes, en fait, on sait, ces tapis-là qui ont influencé Matisse, Paul Klee et l'art moderne, ce n'est pas les tapis avec les motifs. Donc c'est, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette histoire de construire une histoire, c'est-à-dire que Lyautey s'est approprié et a construit une histoire vraiment fictionnelle, quelque part, parce que ce n'était pas la réalité. Donc c'est l'idée que les Marocains sont en quelque sorte dépossédés de leur histoire d'une façon ou d'une autre, ou on raconte leur histoire d'une autre façon. Donc il y a eu un service des arts indigènes où aussi on a rapatrié en France, dont le conservateur était Prosper Ricard, où on a rapatrié en France entre 1920 et 1935 de nombreux objets en provenance du Maroc, qui sont aussi aujourd'hui au Quai Branly. Donc je n'ai pas tellement d'autre temps. Je voulais juste dire que Ito Barada était une personnalité, on parlait de cinéma tout à l'heure, et elle a fondé la Cinémathèque de Tanger en 2007, justement elle avait constaté qu'il y avait la difficulté d'accéder à des films qui n'étaient pas des films grand public ou même des films qui font partie de l'histoire du cinéma. Donc elle avait développé avec d'autres personnes, et c'est un projet qui continue en fait, où il y a des conférences, il y a des projections qui sont animées. Et donc il y a tout un groupe qui s'occupe de ça. Donc c'est une association qui est à but non lucratif et cherche les moyens de financement. Et c'est dans un très beau cinéma qui s'appelle le RIF, qui est en plein centre de la ville. Un cinéma qui a été construit en 1937. Donc c'est une artiste aussi très investie. Je disais qu'elle habitait à New York, mais elle est très investie dans sa ville. Ce cinéma, le jardin collectif, et puis son travail se nourrit forcément de ce qui se passe, ce qui est dans sa vie. Je voulais juste montrer. Donc les tapis, là, c'est très beau comme installation. Il faut imaginer que c'est assez impressionnant. Les couleurs sont d'une grande beauté. Son dernier travail, c'est un travail qu'elle fait avec des tissus, qui sont des tableaux. Ça semble des tableaux, mais c'est des choses tissées. Et qui sont tissées, ce n'est pas elle qui les tisse, elle les fait tisser par des artisans marocains, et qui reprennent des motifs géométriques du Maroc. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que elle veut montrer, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent aussi là-dessus, sur la notion de modernité, et elle veut montrer, en fait, que des artistes comme Stella, dans les années 60, qui est un des grands artistes américains abstraits, est venu au Maroc pour se ressourcer et trouver les motifs aussi. Et donc, comment aussi, là, pas une iconographie, mais justement des motifs géométriques, une culture est assimilée sans être dite, en fait, bien que Stella a donné des noms liés au Maroc, à de noms de villes. Donc elle a travaillé dessus en refaisant, parce que Stella, c'est un homme américain, blanc, qui fait des grands tableaux qui mesurent je ne sais pas combien, et elle a fait des plus petits tableaux qui sont faits à la main, à la broderie en fait. Donc on est tout à fait dans une autre pratique. Donc il y a cette dimension qu'il faut prendre aussi en compte. Voilà, donc je voulais juste montrer une vidéo à la fin, mais on n'a pas le temps. C'est une vidéo qui est dans la collection du musée, qui est très drôle, où on voit, là en parlant des relations justement de l'immigration et tout ça, c'est que ça s'appelle la contrebandière. Et on voit une femme qui a l'habitude, c'est réel, c'est-à-dire c'est une femme qui le fait, qui passe des vêtements de Tanger en Europe. Et en fait, elle montre comment on peut cacher les vêtements sous sa robe. En fait. Donc elle enfile au moins 25 vêtements et devient très très grosse. Et c'est son mode de fonctionnement qui est aussi de la débrouille quelque part.
Donc là, je veux juste vous montrer l'image parce qu'on n'a pas le temps de voir les vidéos, mais c'est assez, et c'est toujours un peu ironique comme chez Ito Barada, parce que c'est quelque chose, oui, qui est pensé comme un mode d'emploi. Vous pouvez faire la même chose. On peut vous montrer comment vous pouvez faire de la contrebande aisément. Voilà, comme ce guide, ce catalogue qui a été fait avec cette idée de guide. Et là, on retrouve les dessins et des choses comme ça, mais c'est rose aussi. Donc ça fait quelque chose qui fait penser à l'enfance aussi, qui est mise en avant ici. Voilà, j'aurais pu dire d'autres choses, mais ce que je voulais dire, et surtout tout ce travail autour de Thérèse Rivière qui est important pour elle, et elle a été lauréate aussi du prix Marcel Duchamp récemment, et c'est ce projet-là qu'elle avait développé. Et je pense qu'elle continue à travailler dessus, sur les archives. C'est quelqu'un qui travaille sur le long terme, en fait. Elle fait vraiment des recherches. Encore une fois, ce n'est pas une historienne, c'est une artiste, mais elle fait des recherches qui sont des recherches de long terme. Voilà, merci. Merci pour cette conférence. Il nous montre l'œuvre très variée et très riche d'une artiste franco-marocaine. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser? Tout le monde est fatigué, là, je pense. Eh oui, tout le monde est fatigué, ça c'est tout à fait normal, on comprend parfaitement. Allez-y. Allez-y, prenez le micro, s'il vous plaît. Merci. Merci, Jean-Marc, pour cette conférence intéressante qui met en lumière une artiste aux différents centres d'intérêt. Elle est créative, elle est chercheuse, elle est... voilà, ses supports sont multiples. Et je crois que c'est peut-être une des caractéristiques de nos contemporains actuels. Cette approche multiforme. Et simplement, je voulais vous dire que, bien évidemment, il faut venir à Nîmes pour voir la très belle collection du Musée d'art contemporain qu'anime Jean-Marc Provost. Voilà, merci. Et en fait, un des axes de la programmation du musée, parce que je l'ai fait juste avant d'intervenir, là, j'ai présenté beaucoup d'artistes du Moyen-Orient, ou Walid Raad, Ryan Tabet, Ito Barada, Tariq Swenson, qui est un artiste palestinien avec un nom suédois, Anna Boguignan, Rosaline Nachachibi, Mounira El Sol, Zineb Zedira. Donc c'est une désorientation du musée, ce côté du monde méditerranéen, si on veut dire, au sens large. Merci. Merci.